Before we start our roundtable discussions on MSP, as I say, the first one is on the achievements MSP over the past 10 years or so. Let's set the scene. Let's get a bit of context. And first of all, I'd like to welcome to the stage Daniel Queth. He's the Vice President in charge of the Oceans and Coastline with the Brittany Regional Council, as you can see there. That was my rough translation. You can see it there in French. Daniel, welcome. Bonjour à toutes et à tous, chacun et chacune selon vos titres et qualités. Merci pour ces quelques mots sur Brest, qui effectivement est l'une des plus belles villes de France, mais surtout la plus belle ville de Bretagne, surtout aujourd'hui. Je pense que vous avez expliqué le lieu dans lequel vous êtes, qui est une évolution, enfin une innovation d'urbanisme tout à fait considérable, puisque c'était les anciens arsenaux ici de Brest qui ont été transformés pour lier les deux rives, rive de droite et rive gauche de Brest, y compris par un téléphérique que vous pourrez peut-être prendre d'ailleurs. Donc c'est vraiment une performance pour une ville qui, vous le savez, a été bombardée entièrement après la guerre, enfin pendant la guerre, pour essayer de faire en sorte que la marine française vichiste ne rejoigne pas les Allemands. Donc c'est un lieu à la fois historique, mais qui s'est modernisé. Donc en tant que vice-président chargé de la mer et du littoral en région Bretagne, il est évident que ce sujet des aires marines est un sujet extrêmement complexe. C'est un sujet source de conflits permanents, source de discussions sans cesse. Dès qu'une discussion est commencée, une autre recommence et nous sommes en perpétuel mouvement sur cette question de la définition des aires. Donc, politiquement, nous avons à nous soucier de ça de façon, je dirais, intense, et notamment sur la question que vous connaissez bien, qui est la question des usages et des multi-usages. C'est pour ça que nous sommes contents aujourd'hui que votre congrès se fasse à Brest, parce que nous, en tant que politiques, nous avons besoin de consolider notre doctrine, nous avons besoin d'informations, nous avons besoin de solutions. Alors la Bretagne, bien sûr, explore ces aires maritimes protégées, ces aires maritimes que l'on veut protéger à tout prix, par l'arrivée d'activités qui peuvent être comprises comme venant contrecarrer ces aires maritimes. Donc nous avons une expérience importante de plus de 35 ans qui est sur la baie de Saint-Brieuc, où à la faveur, je dirais, de la disparition de la coquille Saint-Jacques, nous avons pu travailler avec les pêcheurs, nous avons pu travailler avec les scientifiques de telle manière à faire revenir cette ressource avec une collaboration territoriale extrêmement importante. Et c'est une vraie reconquête de la ressource, puisque cette ressource de coquille Saint-Jacques disparaissait. Et nous avons réussi à la maintenir, non seulement en termes de ressources halieutiques, mais également en protégeant la biodiversité. Sauf que l'État français, avec l'accord très fort de la région Bretagne, décide de faire de la baie de Saint-Brieuc un parc de production d'énergie électrique. Il y a 10 ans, une discussion s'engage avec les opérateurs. Il y a un pacte électrique breton qui est mis en place. Et nous réussissons, si vous voulez, l'exploit extraordinaire d'avoir un enthousiasme autour de ce projet d'éolien offshore en baie de Saint-Brieuc. Les pêcheurs sont fous de joie. Ils ont été en stage à Copenhague, ils se sont aperçus qu'on pouvait absolument pêcher entre les éoliennes. Les communes et communautés de communes se bagarraient pour avoir qui le port de maintenance, qui le port de construction. Nous avons nous-mêmes engagé un processus considérable, 220 millions d'euros, pour créer le pôle d'air de Brest que vous avez visité, je crois, pour certains d'entre vous, ce matin. Peut-être que les riverains sont pas trop contents parce qu'il y a une visibilité de ce parc marin qui peut être gênante, mais on a l'armée qui vient faire des études montrant l'impact sur 25 points de la côte et montrant que l'impact est extrêmement faible. Bref, il y a une commission des débats publics qui aboutit à un enthousiasme général. 10 ans après, c'est l'insurrection en mer.
Donc que se passe-t-il, si vous voulez, que se passe-t-il, que se passe-t-il? Et nous nous sommes aperçus, si vous voulez, que les bobards avaient pris un certain nombre de dessus, et notamment le bobard le plus important, qui est que ce projet de parc éolien consisterait en un massacre absolu de la biodiversité et de la ressource halieutique. Donc nous avons été obligés de déconstruire ça avec patience, avec l'État, avec les préfets, pour déconstruire ces informations qui aujourd'hui ont encombré en fait la gestion passée, pacifique de ce territoire. Et nous voyons arriver d'autres problèmes comme sur la baie sur le golfe du Morbihan, où les problèmes se présentent, mais un peu différemment, un peu autrement. Et donc nous sommes soucieux par cette gestion du bien commun qui est la mer, parce que nous souhaitons politiquement qu'il y ait toutes les activités possibles et imaginables sur un même secteur dédié. Nous avons très peur de sanctuariser certains territoires maritimes pour la pêche, d'autres pour l'éolien, d'autres pour les activités nautiques, d'autres pour les activités sportives, d'autres pour ceci ou cela. Donc nous avons très peur de cette sanctuarisation trop étroite et nous aspirons beaucoup à ce que vos conseils, vos expertises nous amènent à une co-gestion globale de l'ensemble des territoires maritimes. Et pour ce faire, nous avons une expérience extraordinaire ici. Je sais que vous allez en parler demain avec son directeur du parc marin de la mer d'Iroise, où depuis plus de 15 ans, nous avons, entre Ouessant et la baie de Douarnenez, sur un espace qui était menacé sur le plan écologique, la ressource commençait à disparaître, ou avait même disparu, je pense par exemple à la langouste, et ce parc, par son autorité, par sa pédagogie, par ses moyens, ont été capables de mettre tout le monde autour de la table, c'est-à-dire les pêcheurs, les usagers de la mer, les touristes, l'ensemble des chercheurs également, qui ont été capables de s'investir pour dire une chose ensemble: c'est notre espace commun, il doit être protégé sur le plan écologique de façon absolue, mais nous allons y maintenir nos activités parce que le projet politique que nous avons, si vous voulez, politique très clairement écologique, c'est que nous ne supportons pas l'idée de séparer l'homme de la nature. Nous pensons que l'homme doit être dans la nature et trouver sa place dans la nature et pas le mettre à côté dans des espaces dédiés pour lui, dans lesquels il pourra être massacreur de l'environnement comme il l'entend et des endroits où il serait absolument détourné d'y être. Donc nous aspirons beaucoup à cette politique, je dirais, de défense de nos côtes par l'écologie, évidemment, un regard écologique, protection absolue de la biodiversité, mais surtout permettre la vie humaine de s'y dérouler de façon harmonieuse, en respectant effectivement cet objectif de biodiversité. Je vous remercie. Daniel Kreff, thank you very much for those words, for those welcoming words from the region of Brittany. It's true that I always have to be close to water wherever I live. I'm actually half New Zealander, surrounded by water, and I'm half Irish, surrounded by water. And I live in Lyon. I'm not sure if you saw on the photo, Lyon. We chose that photo because we can see the water. It's a river, two rivers, in fact, that go through Lyon, but nonetheless not far from water. So those words are really resonating when it comes to the importance of how we manage our waterways. I'd like to welcome now Antoine Arnaudouche, Deputy to the Director in charge of Planning at the Directorate General, and I'm translating here now, of Maritime, Fishing and Aquaculture Affairs. Antoine, welcome. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues, bonjour à tous. Alors, monsieur le vice-président, vous avez presque tout dit de ce que peut être un exercice concret de planification maritime avec toutes ces difficultés. Je vais essayer d'avoir un propos un peu complémentaire pour vous expliquer au niveau national ce que ça peut signifier pour nous. Tout d'abord, je suis heureux de vous accueillir au nom d'Éric Banel, directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ici à Brest. Alors, on a parlé de la météo brestoise, mais effectivement, vous avez pu constater que c'est une ville où rayonne toujours un soleil magnifique. Donc,
Vous en prendrez acte quand vous rentrerez dans vos patries respectives. Juste un petit mot sur la ville de Brest, qui est un haut lieu du savoir-faire océanographique française, mais aussi un lieu fort pour les transitions énergétiques. Le vice-président rappelait l'investissement massif dans la construction d'un pôle d'air pour accueillir des énergies marines renouvelables, mais encore en matière de surveillance par satellite, avec des entreprises pionnières dans ce domaine. Donc c'était le lieu idéal pour accueillir cette conférence dédiée à la planification de l'espace maritime organisée par la Commission européenne, dont je remercie ici les services. Alors, à l'heure de la présidence française de l'Union européenne, nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver autour de ces enjeux de planification maritime. Ceci d'autant plus qu'il s'agit d'un moment charnière pour la planification spatiale maritime pour au moins 2 raisons. 2022, vous le savez, constitue la date fixée à l'ensemble des États membres pour la restitution de leur plan marin. À cette occasion, la Commission a souhaité effectuer un bilan de la mise en œuvre de la directive dans les États membres. Un rapport a été produit en ce sens, nous donnant l'opportunité de disposer d'un premier bilan d'une décennie de planification et de tracer des perspectives communes. Donc je pense que les échanges des 2 prochains jours seront particulièrement intéressants à cet égard, pour prendre en compte notamment 2 défis, celui du développement des énergies marines renouvelables et puis celui du Green Deal. À l'échelle plus française, cette année vient clore l'élaboration du dernier volet des documents stratégiques de façade de première génération, ainsi que le lancement de la mise en œuvre des actions associées au sein de chacune de nos 4 façades métropolitaines et de nos bassins ultramarins. Et tout ceci sous la houlette de la nouvelle Direction générale des affaires maritimes et de la pêche. Alors, sans m'appesantir sur les spécificités du contexte franco-français, ni déflorer les différents échanges que nous aurons dans les 2 prochains jours, je voudrais juste souligner 3 points qui me paraissent importants. Alors, tout d'abord, je ne peux pas ne pas souligner la place centrale que revêt aujourd'hui la planification maritime, la planification spatiale maritime, à la fois pour le gouvernement, avec un rattachement, vous l'avez vu, directement auprès de la Première ministre, et puis la création de la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche, qui a vocation à matérialiser cette approche intégrée des enjeux, en rapprochant les anciennes affaires maritimes et la pêche, et en continuant d'approfondir les relations avec les autres ministères qui portent les enjeux de protection de l'environnement et de développement des énergies marines renouvelables. Donc institutionnellement, la France souhaite effectivement aller plus loin dans une approche intégrée de ces différents enjeux. Et la priorité qui est donnée à la planification en mer est pour nous le garant de la mise en œuvre des transitions énergétiques et écologiques. Deuxième point, c'est que ce rôle central dans la mise en place des ambitions gouvernementales nous conforte dans la démarche que nous avons engagée à l'occasion de ce premier cycle, avec le choix d'une approche intégrée à la fois de la directive planification et de la directive stratégie milieu marin, à travers notre stratégie nationale mer et littoral et sa déclinaison par les documents stratégiques de façade dans les territoires. C'est un exercice de planification que nous entendons poursuivre dans cette philosophie, c'est-à-dire une approche interdirective, comme ça a pu être évoqué la semaine dernière avec nos directeurs de l'eau à Bruxelles. Pour nous, c'est la clé de voûte de la mise en œuvre d'une approche écosystémique en application des principes qui sont au cœur de la planification. Alors, on sait tous, et monsieur le vice-président le rappelait, tous les défis et les difficultés que ça peut poser. On le voit aussi dans le cadre de nos échanges européens pour la mise en œuvre de projets de coopération, MSP-MED par exemple. Le deuxième axe, c'est l'ouverture vers les territoires, qui est pour nous un enjeu très fort d'appropriation de cet exercice de planification. Ce n'est pas du tout un exercice ni centralisé depuis Paris, ni purement étatique. Il est important qu'on puisse tous se retrouver dans cette démarche. Et les conseils maritimes de façade, qui sont l'instance de gouvernance de ces documents, sont pour nous, à notre sens, reconnus par la plupart des acteurs maritimes, mais aussi par les élus littoraux, et nous nous en félicitons. Et donc, on constate que les synergies entre ces documents de planification portés par l'État se retrouvent en synergie avec les actions menées par les collectivités de toutes sortes, mais notamment régionales. Donc si ces 2 axes traduisent une volonté propre à la France, il est clair qu'ils n'auraient pas pu émerger de façon aussi forte sans les apports de notre communauté pratique européenne.
que nous avons vu se renforcer au fur et à mesure des années. Et voilà, je tiens à remercier du coup l'ensemble de cette communauté pour vous être déplacés ici. Et je salue également la présence des opérateurs, notamment français, mais peut-être qu'il y en a d'autres dans la salle, d'autres États membres. Et enfin, dernier point, si nous avons des sources de satisfaction majeures, nous mesurons aussi l'ampleur du travail qui reste à accomplir et les différentes voies d'amélioration pour lesquelles nous espérons pouvoir nous nourrir de nos expériences communes. Et ces 2 jours sont particulièrement intéressants pour cela. Et les enjeux auxquels nous avons à faire face aujourd'hui en matière d'indépendance, là je pense à l'indépendance énergétique, alimentaire, inutile de vous rappeler le contexte géopolitique, ça suscite évidemment de fortes attentes pour ces exercices de planification futurs qui devront assurer une convergence des ambitions en matière de puissance énergétique installée et de maintien des activités dites traditionnelles, au premier rang desquelles la pêche qui, rappelons-le, nous nourrit. À cela s'ajoute évidemment la prise en compte du dérèglement climatique qui pose d'immenses problèmes, mais en termes de planification, d'importants défis méthodologiques. Et enfin, peut-être le plus important, c'était évoqué également par Monsieur le Vice-président, c'est de pouvoir partager tous ces enjeux avec le grand public. Et c'est, à notre sens, une condition nécessaire à l'acceptabilité des nouvelles activités qui sont liées à ces transitions écologiques et énergétiques. Voilà, autant de chapitres que nous partageons, je pense, tous entre États membres, Commission européenne, et voilà, que nous pourrons défricher dans ces prochains jours. Donc je vous souhaite une très belle conférence et encore bienvenue à Brest. Merci beaucoup, Monsieur Anadouche. That's a good. In fact, we've been hearing some opening remarks in French. I speak French as well, so don't forget you can use the little headphones to get the translation. Don't forget to make use of that. We have two wonderful translators just beside me here who are doing simultaneous translations. And I just got a reminder to hold the microphone up as well, so they're very useful indeed. But don't forget that if you have any questions, you can ask them in French as well, on Slido as well. Don't forget that, this is a bilingual conference. I can speak French. I live in Lyon, in France, up until 25 years, so no problem at all. Let's now get the view from the European Commission. I'd like to welcome to the stage Felix Leinemann, from DG Mare, in charge of the blue economy sectors, head of unit aquaculture, maritime spatial planning as well. And it's true what we heard before. We are going to be looking at renewable energy as well, the next generation, 2030 and beyond, and some of our panel discussions. But some opening remarks now from the European Commission. Felix. Thank you, Seamus. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Merci beaucoup aussi à la présidence française pour l'accueil ici à Brest. So, thank you very much. You can take down the headphones. Thank you very much for hosting us here in Brest, in this beautiful, sunny city. I would like to give a short introduction about why we are having this conference at all. You gave a very good witness of what is happening at regional level, what you are confronting, how you are dealing with stakeholders. You were reflecting the process at national level. When we were brainstorming about a title for this conference, something that came up frequently was the notion that time flies. So what do we mean with time flies? Apart from the fact that so much has been happening over the past 2 years, which most of us mostly spent in front of their screens. Can you imagine that the last MSP stakeholder conference organized by the Commission took place in October 2017 in Brussels? So that's almost 5 years ago. At the time, we looked at MSP as an enabler for blue growth, a concept that has since then been overtaken by our new approach for a sustainable blue economy, adopted in May last year. But time flies also in other senses. Almost 8 years ago, in September 2014, the Maritime Spatial Planning Directive, 2014-89 EU, entered into force. And more than 1 year ago, the deadline for its main obligation, the establishment of maritime spatial plans by member states, elapsed. In its progress report, the European Commission welcomed the adoption of 14, now 15 plans out of 22 coastal member states to come, so 22 to come overall, but it also underlined that more work lies ahead.
a lot has been achieved. Europe is the most advanced world continent or world region in terms of maritime spatial planning. So we will look at that during the first session of our conference, at the achievements. How time must be flying when you're working on a maritime spatial plan? That's what I would like to hear during that discussion, and to which I would encourage everyone to contribute through Slido and other means. Now, as different authorities in member states were working on preparing their plans, they encountered quite some challenges. And it was, or still is, a long journey of learning, sometimes alone, often together, for example, in cross-border projects that were funded by the European Commission. And that's why our second session will look at the learnings and challenges towards MSP implementation. Now, as everybody knows, the Commission adopted the report on progress in the implementation of the directive about 1 month ago. And the report looks at achievements, challenges, and learnings, as well as good examples. And I hope to hear about some of them and more also today. Then the last section of our report looks at maritime spatial planning as an enabler of the European Green Deal. The European Green Deal addresses the twin crisis of decarbonization or of climate change and biodiversity loss. MSP can contribute to a number of solutions that will have to go hand in hand, radically increasing our production of offshore renewable energy and protecting 30% of our seas by 2030, 1/3 of which under strict protection. We had a discussion this morning in the Member State Expert Group that the offshore renewable energy strategy 2 years ago aimed at 60 gigawatt of offshore wind in European waters by 2030. But with the new ambitions from member states, with everything that is needed now to accelerate, we are now almost counting 90 gigawatts of projections by 2030. And some member states' maritime spatial plans may have to be revised to reflect those ambitions. Did I just say 2030? So that's in 7.5 years. So we want to have more than 5 times as much offshore renewables that we produced in the last 30 years in the next 8 years, or 7.5. So that's going to be a challenge, and time flies, as I already said. So we are here in something that's une année charnière, as Antoine called it. It's the angle year. It's 8 years back, it was 2014, 8 years ahead, it's 2030. That is also a moment where we look back and forward at the same time. So that's why I want to look at tomorrow's discussion. We will have a third session that looks at the new generation of of maritime spatial plans for 2030 and beyond. There are great expectations, of course. How will we integrate the lessons learned? How will we make maritime spatial planning even more digital and even more European? We hope to hear also from a younger generation of planners, and I look forward to getting some new ideas here. And then the fourth and the fifth session tomorrow will focus on the twin challenge, as I said, the climate and biodiversity crisis, with the help of maritime spatial planning. It's going to be the miracle solution. MSP is going to solve everything. At least that's what everybody seems to say, or seems to expect from you planners. I don't know how you feel. No pressure. But is that really the case? That's the question we want to discuss tomorrow. So let's look at the state of play, of coexistence and possible multi-use practices, because how else are we going to have so much offshore wind in European seas, which are already quite busy overall? And how are we going to achieve the necessary environmental protection, not just in numbers, but also, so 30 by 30, but also in coherence and in quality. So please, everyone, take actively part in this conference. We will have always, I think, in every session we will have 4 people discussing, but they shouldn't be the only ones discussing. Come in through Slido, come in through your engagement. Join the discussion on Twitter or other social networks. The hashtag is FutureEUMSP, and I look very much forward to the discussion. And with that, back to Seamus. Felix, thank you very much. Yes, it is very important talking about the next generation, the ideas for the future, and that's going to be some of the sessions taking place tomorrow. But today, it's about the achievements. As Felix was saying, time flies, and how much we've achieved in such a short
space of time with determination, with commitment. But also there have been challenges, and we'll take a look at that as well.